Place à notre invité au cœur de l'info. À 9 jours de la conférence des Nations Unies sur l'océan, nous avons choisi le prisme de l'émerveillement. Vincent Doumézel est conseiller océan à l'ONU et vient nous parler de sa passion, les algues et le plancton. Vous n'avez peut-être pas encore idée des trésors qu'ils représentent et pourtant ils sont l'avenir de notre humanité. C'est ça la magie de la nature. Bonsoir Vincent Doumézel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, nous allons voir cela dans un instant. Mais avant de parler des algues, intéressons-nous tout d'abord au plancton. Peut-être moins identifié par le grand public, c'est l'objet d'un tout dernier texte que vous venez de publier, le manifeste du plancton. Quand on lit votre livre, on comprend instantanément que sans lui, la vie serait impossible. Vous écrivez d'ailleurs, si nous le préservons, le plancton nous sauvera. Bah oui, tout à fait. Enfin, le plancton est la base de la vie sur Terre. Tout a commencé là. Et au niveau historique et biologique, notre planète est une planète plancton, en fait, avant tout. 90% de l'histoire du vivant sur Terre, c'est du plancton. La vie sur Terre sur les continents est un épiphénomène relativement récent dans l'histoire de la vie sur notre planète. Donc c'est le fondement de tout. Et je pense que si on veut reconstruire et rebâtir et réparer un bâtiment, on commence toujours par le fondement. C'est un peu pareil. Si on veut se demander comment réparer notre planète, c'est intéressant de commencer par ce qui est le fondement de tout, à savoir le plancton. Le plancton donc le plancton est défini par tout ce qui dérive dans l'océan. Donc tout ce qui n'est pas ni dans les sols, qui n'a pas de muscles, qui ne peut pas remonter contre le courant. Et ça regroupe un ensemble extrêmement vaste d'organismes qui va de petits virus microscopiques, même bien plus petits que le microscopique, complètement invisibles. On voit quelques exemples derrière vous. Voilà, à des organismes comme les méduses qu'on connaît bien, qui sont aussi du plancton, et à des siphonophores qui sont les organismes les plus longs du monde, bien plus longs qu'une baleine, puisqu'ils peuvent mesurer 100 mètres de long. Donc ces organismes... Ça, c'est du plancton aussi. Donc on voit la diversité, effectivement, de ces organismes. C'est vraiment une grande diversité qui, pour l'essentiel, demeure invisible. Et ce qui est assez magique, c'est de comprendre qu'une bulle d'eau, ce qu'on croit être vide, est en fait bouillonnant de vie. Il y a des millions d'organismes différents dans une goutte d'eau. Concrètement, quand on boit la tasse dans l'océan, on boit un bon bouillon de ça. culture. On boit un bon bouillon de culture qui nous sauve d'ailleurs. Sans ça, on ne serait pas vivant. Et nos intestins et notre corps survit grâce à tous ces organismes qui nous composent. Et donc, quelle serait l'application alors du plancton? Comment les applications, elles sont absolument accompagner les mutations que nous vivons? Elles sont absolument phénoménales dans le sens où le plancton, il va déjà gérer tous les cycles géochimiques. Donc, il va gérer la chimie planétaire, la biologie planétaire. On va découvrir la biologie planétaire grâce au plancton, tous les cycles des nutriments, ce qui va recycler l'azote, le phosphate, mais surtout l'oxygène dont on a tant besoin, l'eau douce, le cycle de l'eau douce. C'est-à-dire que tout comme les forêts en Amazonie, il rééquilibre notamment... Bien plus que les forêts en Amazonie, encore même. En fait, c'est un peu comme ça, ignorer le plancton, c'est un peu comme ignorer les forêts. Se dire qu'on ne connaît pas les forêts, qu'on ignorerait qu'il y aurait des forêts sur Terre et que le rôle du plancton est largement aussi grand. C'est 90% de la biomasse des océans. C'est ce qui va créer la matière première dans l'océan et qui va nourrir tout le reste. Sachant que les océans représentent eux-mêmes 70% de la cette planète. Surface de la planète, voilà, et une grande partie de la zone habitable surtout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours des baleines, des tortues, des dauphins, qui sont des grands animaux charismatiques, et qu'on se demande jamais comment les sauver, parce que les sauver, finalement, c'est avant tout leur donner à manger, et c'est donc préserver les communautés de plancton qui les nourrissent. Donc il faut vraiment remonter d'un cran pour essayer de préserver le vivant tel qu'il est aujourd'hui et comprendre d'où tout cela part. Donc ça va avant tout être cela. Et puis après, il y aura des applications après sur de nettoyer les océans, de réparer le cycle de l'eau. La pluie, elle est gérée par des gaz émis par le plancton. Donc il y a tout un ensemble de solutions. Après, des nouveaux matériaux, des nouveaux plastiques. Le plancton peut dégrader le plastique, peut créer une forme de plastique biodégradable. Le plancton va pouvoir nettoyer les océans. Il y a certains planctons les plus fréquents vont créer du verre. Ils savent créer du verre à 4 degrés, et une carapace de verre, quand nous, il nous faut 1500 degrés pour créer du verre. Enfin, c'est illimité en fait. Le biomimétisme à partir du plancton est absolument illimité. Il fait créer de l'hydrogène, il fait couler du carbone de façon massive et donc refroidir l'atmosphère. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi. Les différents climats au travers des millénaires et des millions d'années passées ont été dictés par les efflorescences de tel ou tel plancton selon sa capacité à absorber et couler du carbone ou à le relâcher dans l'atmosphère. C'est ça qui a défini le climat sur Terre. Donc aujourd'hui encore,
Le on voit plancton bien façonne que effectivement la voilà. réalité dans laquelle on existe. Nous sommes en train de détruire ce plancton quand on sait qu'on retrouve du plastique à 10 000 mètres de profondeur. Comment est-ce que l'homme agit-il contre le plancton? Il agit pas forcément contre le plancton. Le plancton, il était là bien avant nous. Il va survivre à l'homme, ça Oui, mais il c'est y a des zones certain. mortes, hein. C'est Mais ce il à y a quoi des je zones pensais, mortes, qui sont de mais plus en plus importantes. où on va C'est-à-dire des zones sans plancton, où il n'y a plus de alors, vie. on va trouver des méduses, on va trouver certains types de. D'ailleurs, les méduses sont perçues comme ayant survécu aux 5 extinctions de masse, comme un organisme assez fascinant qui est bien parti pour aimant tout ce que nous lui faisons. Les eaux chaudes, la pollution, elles adorent ça, la surpêche, elles adorent ça. Étant bien parti pour peut-être pour de la suite, si jamais on venait à disparaître, on verra. Peut-être que ce serait une planète des méduses demain. En tout cas, le plancton, il va pas disparaître en soi. C'est juste que notre écosystème aujourd'hui, notre biodiversité et notre existence à nous, elle est basée sur des communautés de plancton précises qui, si elles disparaissent, sont remplacées par d'autres planctons qui nous sont toxiques ou qui n'absorbent pas de carbone. Et ben là, nous, on va disparaître. Par contre, c'est sûr. Alors après, il y aura d'autres choses qui vont arriver, peut-être des méduses, peut-être d'autres organismes. Mais le plancton n'est pas en soi menacé. C'est le plancton qui nous permet de vivre qui est menacé en fait. Parmi les applications, vous en avez évoqué certaines, je voulais parler aussi des pansements micro-algues. Ça sont des Chiliens qui ont développé ça. Oui, voilà, qui vont être capables de créer de l'oxygène sous la peau pour réparer les blessures. Dans les applications, il y a la nourriture aussi. On connaît tous la spiruline, qui est un plancton, donc, qui est une micro-algue à caractère planctonique. La bioluminescence. La bioluminescence, parce voilà. C'est magique quand on voit ces images-là dans l'océan, c'est très beau. Mais les militaires australiens, ils voient une application concrète. Ah bah, eux, ils se sont fait... on voit leurs sous-marins sous l'eau, en fait, par satellite, quand ils passent dans des zones bioluminescentes. Mais il y a une société française, d'ailleurs, qui a essayé de travailler sur éclairer les rues des villes grâce à des planctons bioluminescents qui sont complètement... très peu énergivores, évidemment. Donc il y a tout un ensemble de potentiels... Vous avez apporté des lunettes, c'est ça? Oui, j'ai des lunettes en plancton. En effet, c'est une première mondiale. Hein. Ce sont des lunettes en plancton. C'est un bon style en plus. Il crée une forme de matière de réserve, en fait, des bactéries planctoniques. Et ça permet de faire des lunettes qu'on pourrait même manger si on voulait, puisqu'elles sont comestibles, biodégradables et compostables comme le reste. Donc, remplacer le plastique. Donc le plancton a un éventail de solutions. Et ce qui est surtout intéressant sur le plancton, c'est qu'on est à l'aube de le découvrir. On est vraiment au tout début de l'histoire, un peu là où Darwin était au début du 19e siècle peut-être, à l'aube d'une grande époque de découverte sur le plancton. On ne connaît rien et ça fait seulement 10 ans qu'on a appris à le comprendre, qu'on a appris ce que c'était, parce qu'il fallait pour cela des outils, les satellites qui permettent de voir les couleurs des océans, qui définissent les mouvements des différents planctons. Il fallait surtout des drones avec des microscopes de très haute définition, il fallait des séquençages ADN, donc tout un ensemble de technologies qui nous permettent aujourd'hui, depuis 10 ans, de comprendre le plancton. Donc, pour donner un exemple, il y a 20 ans, il y a une expédition qui est partie à définir des virus dans l'océan. On en connaissait 40 des virus dans l'océan au niveau mondial. Aujourd'hui, on en connaît 1,5 million. On est passé de 40 à 1,5 million. On a 150 millions de nouveaux gènes qu'on a découverts dans l'océan, dont on ne sait pas à quoi ils servent et qui peuvent avoir des applications médicales, alimentaires, n'importe quoi, incroyable. Donc, il y a encore tout un monde qui est à découvrir. C'est un peu comme une Atlantide perdue, en fait, qui se redécouvre, dont on vient, qui a été engloutie, mais qu'on redécouvrirait aujourd'hui, et qui est la matrice du vivant sur Terre. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aura le temps d'aller dans cette compréhension du plancton, puisqu'on voit que les choses s'accélèrent, qu'il faut agir assez rapidement. On va parler dans un instant de cette conférence sur les océans. Il y a 3 ans, vous nous expliquiez déjà comment les algues pouvaient sauver le monde. Est-ce qu'il y a un mouvement qui est en marche 3 ans après ? Il y a un développement qui se fait, c'est très long, c'est des changements sociétaux. Il faut qu'une génération se forme, que des jeunes aillent étudier les algues. On manque de chercheurs, on manque de moyens, on manque de financement et on manque d'appétit aussi à manger des algues. Mais aujourd'hui, on voit que la France a sorti une stratégie pour les algues, enfin, avec la ministre. Nous l'avons sorti au mois de mars, Salon de l'agriculture, une stratégie ambitieuse de développement de la filière algues. La Bretagne, évidemment, est aux avant-postes. La Bretagne est en première ligne. On voit qu'en Afrique, il y a des projets extrêmement intéressants sur les algues qui se développent. Alors, à Zanzibar, en Tanzanie, là où depuis 30 ans, les algues se sont développées, ont favorisé le développement notamment des femmes qui en bénéficient en premier lieu, puisque c'est elles qui travaillent sur les plages et qui ont acquis leur indépendance grâce aux algues. J'étais à Madagascar il y a peu de temps où on voit que des populations qui étaient extrêmement à risque ou qui souffraient de la manque de ressources piscicoles, de pêche, peuvent survivre grâce à la culture d'algues.
La même chose en Namibie, où des projets extrêmement intéressants, au Maroc, se développent. En Afrique du Sud, toute l'Afrique de l'Est a un potentiel très intéressant. On voit des sargasses qui vont de plus en plus arriver vers l'Afrique, donc il va falloir se demander ce qu'on peut faire et comment on peut les utiliser, les valoriser. Donc oui, il y a des projets qui se font, c'est très lent parce qu'on manque de recherche, on manque de savoir, on manque de connaissances. Mais il est clair que les algues permettront à l'avenir de nourrir les hommes, mais aussi les animaux, et d'amender les champs, de les enrichir, de remplacer les plastiques et de réparer la planète en absorbant du carbone et en fournissant des ressources aux populations. Sachant que ce n'est pas nouveau, c'est ce que vous expliquez dans votre très belle bande dessinée là, qui sort, La Révolution des algues, qui fait suite à votre livre hein, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Cette application-là, elle est très ancienne. Les hommes se sont nourris, on a retrouvé des algues dans les organismes il y a déjà des dizaines de milliers d'années. Ils les utilisaient aussi pour l'agriculture. Et donc c'est tout cela en fait qu'il faut réhabiliter. Et le vivant s'est construit autour des algues, hein, du plancton et des algues. Donc en fait, on sait que les hommes préhistoriques, c'est ce qui a permis à notre cerveau d'ailleurs de devenir aussi gros. C'est une ingestion forte alors d'acides gras polyinsaturés qui permettent à notre cerveau de muter et de devenir aussi gros par rapport à notre masse corporelle pendant des dizaines de milliers d'années. Et on a perdu cette culture de l'océan il y a 12 000 ans quand on a inventé l'agriculture. Et on est passé à la stade de la civilisation agricole, de la civilisation de l'homme moderne. On est sorti du chasseur-cueilleur, mais dans l'océan aujourd'hui, sur 2 tiers de notre planète, on est encore des chasseurs-cueilleurs. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, l'océan couvre 70% de la planète et contribue à moins de 2% de notre alimentation. Donc c'est là qu'il y a un potentiel. Pardon. Vous en avez apporté, je crois. J'en consomme déjà personnellement. Des petites algues islandaises à goûter, c'est de la dulce. Tenez, je vous fais goûter. C'est bourré de nutriments. La dulce, c'est quoi? C'est 45% de protéines, exactement. C'est extrêmement riche, bien plus que le soja ou que tout autre organisme. Donc c'est délicieux. Ça a un petit goût de bacon quand on le fait griller. Celle-là, elle vient d'Islande en l'occurrence. Mais donc voilà, il faut apprendre à découvrir. Il y a 12 000 types d'algues différents. Les algues, on dit souvent les algues vertes, les algues rouges, c'est les premiers organismes multicellulaires qui ont été créés sur Terre. Il y a 1 milliard d'années, il y a 1 demi-milliard d'années seulement, les algues vertes ont émigré sur les continents pour donner naissance à toute la végétation qu'on a autour de nous. Et aujourd'hui, finalement, une algue verte, elle va être génétiquement beaucoup plus proche d'un chêne ou d'un fraisier que d'une algue rouge. La différence entre une algue rouge et une algue verte, elle est plus grande que la différence entre un champignon et un éléphant, au niveau génétique et biologique. Donc, quand on dire qu'on n'aime pas les algues, ça veut rien dire en fait. On n'aime pas tel type d'algues et surtout, il faut apprendre à les cuisiner. C'est absurde. C'est un peu comme les pommes de terre ou les fèves de cacao. Si vous les mangez crues, c'est pas bon, alors que si vous prenez des frites ou du chocolat, tout le monde aime ça en fait. Et puis on peut très bien réhydrater les algues. Enfin bref, effectivement, il y a 15 manières, 1000 manières de les cuisiner, de les savourer. Tout à fait. Comment on en vient à se faire le porte-parole des algues et du plancton? C'est vrai que ça peut prêter à sourire. Or, on voit l'application concrète et à quel point c'est essentiel. D'où vous vient ce souci? C'est un long chemin. J'ai commencé ma carrière en Afrique, où j'ai vu la faim dans le monde, ce que ça voulait dire. Donc j'ai passé 20 ans en fait à essayer de trouver une solution en travaillant dans l'agroalimentaire, dans des filiales internationales, dans des grandes sociétés, pour essayer de trouver un nouveau moyen de nourrir le monde mieux. Et en fait, sur Terre, il n'y en a pas. Il n'y a pas de moyen de nourrir mieux le monde. On a 1 milliard de personnes qui meurent de faim. On a 300 000 personnes à nourrir tous les jours en plus sur Terre. Et on a des terres arables qui sont de moins en moins fertiles. Des rendements qui baissent, des villes qui grandissent avec de moins en moins de terres disponibles. Et dans le même temps, on a ce champ des possibles qui est quasiment infini dans l'océan. Et en voyageant au Japon, j'ai compris que là-bas où on mangeait des algues tous les jours, où les gens sont en bonne santé, on a les taux de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et les plus bas et l'espérance de vie de la plus haute. On sait que c'est lié à leur consommation de produits de la mer et notamment d'algues et de micro-algues. Donc je me suis dit que voilà, c'est une ressource qui n'a pas de coût environnemental, qui ne nécessite pas de pesticides, qui n'a pas besoin de terre. On n'a même pas besoin de les arroser, les algues. C'est assez magique. Donc, il n'y a pas besoin d'eau douce. Donc, ça pousse tout seul, de l'eau salée, du soleil, et la magie opère. Donc, et après, j'ai réalisé qu'il y avait... le mouvement a un peu apporté. Et j'ai réalisé en travaillant avec les cultivateurs d'algues, notamment en Asie, où c'est déjà une culture qui est très développée. On parle de 40 millions de tonnes d'algues, presque, cultivées en Asie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait autour de ces algues, dans l'océan, cette espèce de boîte noire, cette espèce de mystère qui était le plancton, ces organismes inconnus de tous, et qui recelaient tout l'équilibre des écosystèmes terrestres, en fait. Toute cette biologie planétaire, elle est là. Et la grande avancée
scientifique de demain, elle est sans doute dans cette compréhension du vivant invisible. On a passé le 19e siècle, les grandes découvertes à comprendre le vivant visible, et on n'a toujours pas compris le vivant invisible, dont une grande partie est dans l'océan, et où tout est défini là, et ça, c'est une grande source d'espoir et d'optimisme, je pense, parce que ça détient vraiment les clés de notre avenir et de rétablir l'équilibre sur notre planète. Alors ce message, vous allez le porter à Nice dans 9 jours, conférence sur le climat, une conférence qui se veut, je ne cesse de le dire, très ambitieuse, peut-être la mise en place à l'avenir d'une COP Océan, on verra cela. Qu'attendez-vous de ce sommet? Quelle va être la place du plancton, des algues dans ce sommet? Moi, j'y porterai en effet le message et la voix des acteurs liés aux algues et au plancton, de tous ces scientifiques qui travaillent dans l'ombre un peu depuis des années sans que personne s'intéresse à eux et à leurs travaux. Il est temps d'en parler. La COP climat n'en a pas parlé. L'océan, c'est 30% de l'absorption des gaz à effet de serre sur Terre. La première COP qui parle de l'océan, c'est la COP 21. Donc il a fallu attendre 21 COP pour commencer à parler de ce qui absorbe un tiers des gaz à effet de serre. La COP biodiversité n'aborde toujours pas le plancton, ce qui est pourtant le fondement de la biodiversité sur Terre. Donc on a vraiment un gros laisser-aller et il faut combler ce manque. C'est pour ça qu'on a sorti un manifeste du plancton avec des scientifiques, puis qu'on a décliné en livre, parce qu'il faut combler ce manque, il faut commencer à parler de ces sujets-là, parce que c'est le fondement de tout le reste. Donc s'attaquer qu'au visible, ça ne marchera pas et on le sait. Donc ça, c'est le message que moi je porterai. Après, de manière plus générale, en effet, la France a fait le pari d'un sommet très ambitieux, bien plus ambitieux que les 2 précédents sommets des océans. Bon, il y a 30 000 personnes sont attendues, 100 chefs d'État. Donc il y a vraiment une ambition forte portée par le gouvernement français, avec des positions assez ambitieuses aussi. Et on espère le début, en effet, sous une forme ou sous une autre, d'une réelle gouvernance des océans. Les océans sont une zone de non-droit, une zone qui n'appartient à personne, et on le voit aujourd'hui avec l'administration Trump qui s'arroge le droit d'aller exploiter les grands fonds, explorer les grands fonds, les exploiter alors que ça ne lui appartient pas, que c'est une aberration écologique extrêmement grave. On parle d'organismes qui mettent des milliers d'années à pousser de quelques centimètres, qu'on va raser en quelques heures. Donc c'est une folie absolue, et il est temps de créer une gouvernance mondiale pour ces océans et des zones de concertation pour se décider de ce qu'on veut en faire et comment on peut utiliser à réparer les océans de la meilleure façon. Vous êtes très engagé au niveau diplomatique. Je disais, vous êtes conseiller pour les océans à l'ONU. Pourtant, on en parlait avec Heidi Seves sur ce plateau la semaine dernière. On parlait du décalage du temps entre l'urgence du vivant, ce que demande comme action le vivant, et le temps des diplomates. Vous pensez malgré tout que par la diplomatie, on réussit à mettre en œuvre, à initier des mouvements qui peuvent se mettre en place assez rapidement? Je pense que surtout qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. La violence n'amène jamais de bonnes solutions. On a besoin de radicalité évidemment. Mais il faut aussi nourrir les consensus pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est pas en s'opposant qu'on va faire changer les choses. Mais je pense que tout le monde a envie que ses enfants survivent et tout le monde a envie à des enfants et des petits-enfants qui ont envie de faire survivre. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de nourrir ce monde avec des peurs et des drames uniquement parce qu'on va décourager beaucoup de gens. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin de solutions, ils ont besoin d'espoir, ils ont besoin qu'on leur dise qu'il y a encore des choses à faire. Et dans l'océan, tout est encore à faire. Tout est encore à faire, tout est encore possible. Et la vie, encore l'océan, encore une fois, c'est la vie sur Terre. C'est ce que vous écrivez comme Bompard. Vous parlez du médecin navigateur dans votre livre. Cultivons notre optimisme pour faire face à l'adversité. La peur et la panique nous tuent plus assurément que la réalité des dangers. L'espoir, lui, nous sauve. C'est effectivement ce que vous portez comme parole. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Vincent, d'avoir semé quelques graines d'espoir en nous. Je renvoie aussi à un très beau roman de Richard Powers, un jeu sans fin, dans lequel il est dit « Sans votre amour, l'océan va mourir ». D'où l'importance, évidemment, de prendre soin de cet océan. On observera, on suivra évidemment ce qui se joue à Nice dans 9 jours. Merci encore. Merci beaucoup à vous.